Certains noms et détails de cette histoire ont été modifiés afin de préserver l'anonymat et la confidentialité. Toutes les photographies ne proviennent pas de la scène réelle. Le parc national des Great Smoky Mountains dans le Tennessee attire chaque année des millions de touristes avec ses forêts d'épicéas à perte de vue, ses gorges embrumées et ses chutes d'eau impétueuses. Pendant la journée, ces montagnes semblent être l'endroit idéal pour des vacances familiales relaxantes, sûres et prévisibles. Cependant, au crépuscule, les fourrés denses se transforment en un labyrinthe lugubre qui peut engloutir une personne à jamais sans laisser de traces. C'est ici, au milieu d'une nature intacte et d'une illusion de sécurité, que s'est déroulée l'une des histoires les plus mystérieuses et les plus terrifiantes des archives criminelles des États-Unis. Donald Nelson, 40 ans, sa femme Suzanne, 38 ans, et leurs deux fils, Billy, 12 ans, et Raymond, 8 ans, faisaient une randonnée de routine. Ils devaient de rentrer au chalet avant le dîner, mais la forêt leur a pris une éternité. Pas un seul appel à l'aide, pas un seul vêtement déchiré sur les branches, pas un seul signe de lutte sur le sol humide. 72 mois plus tard, ce silence parfait sera brisé par une découverte glaçante qui fera frémir même les détectives les plus endurcis. Mais tout a commencé par une voiture abandonnée sur un parking forestier et un appel téléphonique qui a déclenché le compte à rebours de la plus grande opération de recherche de l'histoire du comté de Blount. Octobre 2010 était un mois anormalement chaud dans le Tennessee. La famille Nelson, qui cherchait à échapper à l'agitation de la ville, a loué un petit chalet en bois appelé Blackwood Mill à la périphérie même de Townsend. Donald, 40 ans, travaille comme architecte et sa femme Suzanne, 38 ans, enseigne l'histoire. Avec leur fils, Billy, 12 ans, et Raymond, 8 ans, ils avaient prévu de passer une semaine à explorer les coins pittoresques du parc national. Le 14 octobre commença comme un matin de vacances typique. À 7h15, la famille est sortie du chalet dans son véhicule utilitaire sport bleu foncé. Les images de vidéosurveillance d'une station-service ExxonMobil locale ont fourni la dernière preuve documentaire que les Nelson étaient en vie. La séquence vidéo, datée du 14 octobre, à 7h42 du matin, montre clairement Donald en train de faire le plein de la voiture, tandis que Suzanne achète 4 bouteilles de soda, un sachet de saline et plusieurs barres énergétiques à l'intérieur du magasin. La caissière, Megan Wright, âgée de 22 ans, a plus tard déclaré à la police que la famille était de bonne humeur. Selon le témoin, les garçons se disputaient pour savoir qui serait le premier à voir la cascade et le père s'interrogeait sur l'état du chemin de terre menant au parking. À 7h55, le 4x4 a quitté la station-service, tournant sur l'autoroute vers l'entrée du parc national. Leur objectif était le populaire sentier des chutes d'Abrams. Le sentier, long de 5 miles dans les deux sens, longe un ruisseau impétueux, serpente à travers des fourrés de pins denses et des pentes rocheuses abruptes. Il est considéré comme pittoresque, mais il faut être prudent en raison des roches humides et des changements d'altitude constants. Le registre des visiteurs du parc n'a pas conservé leur signature, mais l'analyse des données de la tour de téléphonie cellulaire la plus proche a montré que les téléphones de Donald et Suzanne se sont connectés pour la dernière fois à 9h20 du matin, près du début de l'itinéraire. Après cela, le signal a disparu. Aucun des appareils de la famille Nelson n'a plus jamais été connecté au réseau. Pendant les 3 premiers jours, leur absence est passée inaperçue. L'alerte a été donnée par Martha, la sœur aînée de Suzanne, qui vivait dans un état voisin. Le 17 octobre, après 10 tentatives infructueuses pour joindre ses proches, alors que chaque appel tombait directement sur la messagerie vocale, elle a contacté le bureau du shérif du comté de Blount. À 14h30, Martha a officiellement signalé la disparition de 4 personnes. La réponse des forces de l'ordre a été immédiate. À 16h cet après-midi-là, une patrouille de rangers est arrivée sur le parking au départ du sentier des chutes d'Abrams. Ils ont immédiatement identifié le 4x4 bleu foncé des Nelson parmi 2 douzaines d'autres véhicules. La voiture était fermée à clé. En regardant par la fenêtre, les gardes forestiers ont vu une veste polaire d'enfant sur le siège arrière et une tasse de café à moitié vide dans le porte-gobelet avant. Il n'y avait aucun signe de lutte, de verre brisé ou de précipitation. La voiture était parfaitement horizontale, ce qui indique que la famille était arrivée au parc dans le plus grand calme. Le matin du 18 octobre, l'une des plus grandes opérations de recherche et de sauvetage de l'histoire du parc des Great Smoky Mountains a été lancée. Plus de 80 rangers, 40 bénévoles, 2 hélicoptères de la garde nationale équipés de caméras thermiques et 6 équipes cynophiles ont été immédiatement engagées dans les recherches. La zone de recherche a été rigidement divisée en carrés de 2 miles carrés. Les sauveteurs ont passé au peigne fin des fourrés denses, se sont encordés dans de profondes crevasses rocheuses et ont examiné méthodiquement le fond du ruisseau et chaque pied du sol de la forêt. La nuit, la température est tombée à 40 degrés Fahrenheit, rendant les chances de survie de plus en plus minces au fil des heures.
Des bergers allemands, spécialement entraînés, qui avaient eu l'occasion de renifler les effets personnels du chalet loué par les Nelson, ont repris avec confiance la piste de la porte du 4x4. Ils ont conduit l'équipe de recherche le long du chemin principal qui longe la rivière. Cependant, à la marque située exactement à 1 mille du début du parcours, une chose inexplicable et étrange s'est produite. 3 chiens de recherche se sont simultanément arrêtés à une fourche du sentier, ont tourné en rond sur place et se sont assis, en gémissant bruyamment et en refusant d'aller plus loin. Le sentier s'est brusquement arrêté. Tout autour, il n'y avait qu'un sol dur et caillouteux recouvert d'une couche de feuilles d'automne mouillées. Pas une seule branche cassée, pas une seule empreinte de chaussure, pas un seul objet perdu ou une seule goutte de sang. On aurait dit que les 4 personnes avaient été soulevées dans les airs. Les recherches se sont poursuivies sans interruption pendant 30 jours. Les sauveteurs ont élargi le rayon à 15 miles, examiné 53 grottes naturelles et toutes les cachettes de chasse abandonnées. Les détectives interrogèrent plus de 100 touristes qui s'étaient rendus dans le parc entre 14 et 17 octobre. Personne n'a rien vu ni entendu. Aucun témoin n'a pu se souvenir d'une famille avec 2 enfants sur ce parcours particulier. La version de l'attaque d'un prédateur a été immédiatement rejetée. Un animal sauvage laisserait inévitablement une trace sanglante, des vêtements déchirés et des affaires éparpillées. La version d'un accident a également été complètement écartée. Il est physiquement impossible que 4 personnes tombent en même temps dans un gouffre sans laisser la moindre trace de leur présence, même la plus infime. À la mi-novembre, la phase active des recherches a été officiellement interrompue. L'affaire de la famille Nelson est devenue une affaire non résolue, pesant lourdement sur le bureau de l'inspecteur Mark Harris. La famille, y compris Martha, s'est retrouvée face à une incertitude angoissante, attendant chaque jour un appel qui n'est jamais venu. La forêt a avalé les 4 personnes sans un bruit, cachant en toute sécurité leur corps sous l'épaisse couverture du silence. Cependant, quelque chose dans cette rupture soudaine de la piste du chien gardait les enquêteurs sur leur garde. L'inspecteur Harris est revenu plusieurs fois sur les photos de la piste vide, ressentant un frisson froid de réalisation. Il ne s'était pas simplement égaré. Quelqu'un ou quelque chose les attendait délibérément dans le silence de cette forêt noire, agissant si proprement et professionnellement que cela transformait la disparition d'une famille entière en un crime parfait, dont le secret était enfermé au plus profond de la nature sauvage des Smoky Mountains. Pendant 7 longues années, le parc national des Great Smoky Mountains a gardé bien à l'abri son plus terrible secret. Le temps passait inexorablement, les neiges étaient remplacées par des averses printanières, et chaque automne, les feuilles mortes recouvraient le sol d'un épais tapis humide, dissimulant tout indice possible. Le dossier de la famille Nelson avait depuis longtemps pris la poussière dans les archives du bureau du shérif du comté de Blount. Il n'était plus qu'une légende locale effrayante, un triste avertissement que les rangers utilisaient pour effrayer les randonneurs inexpérimentés avant de s'engager sur un itinéraire difficile. Cependant, la forêt sauvage n'oublie rien. Elle attend simplement le bon moment pour rendre aux gens ce qu'elle leur a impitoyablement pris. Ce moment est arrivé au cours de l'été chaud de 2017. Le 12 juillet, 3 étudiants d'une université locale, Michael, 21 ans, Emily, 22 ans et David, 20 ans, sont partis camper. À la recherche d'une solitude totale, loin des foules affairées, le groupe s'est présenté au départ du Boot Mountain Trail à 7 heures du matin. Armés de matériel professionnel et de cartes détaillées de la région, les étudiants s'attendaient à une randonnée facile de 3 jours. D'après leur carnet de randonnée, le temps ce matin-là était complètement dégagé et la température atteignait 75 degrés Fahrenheit. Au bout de 13 heures et 45 minutes, après avoir parcouru plus de 5 miles sur le sentier principal bien tracé, les élèves ont pris une décision fatidique. Voulant prendre un raccourci vers une crête voisine, ils ont quitté la zone balisée et ont plongé rapidement dans la partie sauvage de la forêt. Leur chemin menait à travers des troncs d'arbres centenaires extrêmement denses, envahis par la végétation et tombés au sol, où il n'y avait aucune trace de présence humaine. Après 2 heures de marche épuisante, le terrain a changé de façon spectaculaire. Le sol s'inclinait rapidement vers le bas, formant un ravin profond et lugubre, complètement caché du ciel par un entrelacement dense de branches. À 15h20, les touristes ont entamé une descente prudente jusqu'au fond du ravin. Emily déclara plus tard au détective, sur procès verbal, qu'elle avait immédiatement ressenti un changement brutal et non naturel dans l'atmosphère. La température a instantanément chuté d'au moins 10 degrés Fahrenheit, mais le plus effrayant, c'est le silence de mort. Soudain, le bruit du vent a disparu et il n'y avait plus de chants d'oiseaux ni de bruissement de petits animaux dans les buissons. À une centaine de pieds plus bas, Michael a été le premier à remarquer l'anomalie. Des structures étranges et effrayantes étaient suspendues entre les arbres, des branches tissées de façon complexe, étroitement liées entre elles par des cordes noircies par le temps et des lianes sèches.
Leur apparence n'avait rien de scientifique mais relevait de la terreur primitive la plus pure. Les élèves voulurent instinctivement faire demi-tour, mais une curiosité inexplicable les poussa à faire quelques dizaines de pas de plus dans la pénombre du ravin. À 15h40, ils arrivèrent dans une petite clairière, au centre de laquelle se dressait un chêne massif à moitié pourri. Ce qu'ils virent à son pied resta à jamais gravé dans leur mémoire et devint la raison de nombreux mois de rééducation psychologique pour chacun d'entre eux. 4 silhouettes humaines étaient serrées contre le tronc épais et fissuré de l'arbre. Elles étaient assises sur le sol, le dos tourné au chêne, formant un cercle parfaitement plat. Au fil des années, les dépouilles s'étaient transformées en purs squelettes, recouverts d'une couche de mousse et de feuilles pourries. Ils étaient solidement attachés à l'arbre par d'épaisses cordes de nylon et de lourdes chaînes métalliques entièrement recouvertes de rouille qui s'enroulaient plusieurs fois autour des poitrines et des membres des morts. Des morceaux de tissu misérables, qui avaient été des vêtements, pendèrent sur les os. Les matériaux polymères des vestes conservaient leur couleur, bleu terne et vert sale. Ces teintes correspondaient parfaitement aux descriptions des vêtements des garçons dans les rapports de police. La taille des 2 squelettes indiquait clairement qu'il s'agissait d'enfants. Les crânes des victimes étaient anormalement inclinés vers l'arrière, fixant les yeux vides dans les hautes branches sombres. La panique s'est emparée du groupe instantanément. Sans parler, les touristes se sont précipités hors du ravin maudit. Pendant leur fuite, ils ont laissé leurs lourds sacs à dos et leur équipement coûteux au fond, grimpant les pentes abruptes en se déchirant les mains jusqu'au sang. Il leur a fallu près de 2 heures de course ininterrompue pour atteindre un terrain plus élevé, où ils ont enfin pu capter un faible signal de téléphone portable. À 17h53, un répartiteur d'urgence du comté de Blount a reçu un appel hystérique et fragmenté de David qui implorait l'envoi immédiat de la police. Le lendemain matin, le 13 juillet, à 6h30, une équipe d'enquêteurs spéciaux est arrivée aux coordonnées fournies par les étudiants. La zone, située à moins de 1000 pieds, a été immédiatement bouclée avec du ruban jaune de la police. Le travail des experts médico-légaux sur le site ressemblait à une fouille archéologique méticuleuse et a duré plus de 36 heures. Les restes ont été incroyablement soigneusement libérés des chaînes, soigneusement numérotés et emmenés à la morgue de Knoxville. Le 16 juillet, les experts ont achevé une comparaison détaillée des dossiers dentaires obtenus dans les archives médicales il y a 7 ans. La correspondance est absolue. L'annonce officielle de la police est tombée comme un coup près. Les restes retrouvés dans le fourré appartenaient à Donald, Suzanne, Billy et Raymond Nelson. La famille, qui avait été recherchée pendant des semaines, n'était plus qu'à quelques kilomètres de son itinéraire initial. Cependant, la joie de résoudre une vieille disparition s'est instantanément évanouie. Le choc initial a cédé la place à une horreur réelle et glaçante lorsque l'équipe médico-légale a commencé à examiner les preuves. La nature de la ligature, l'épaisseur des chaînes industrielles et quelque chose d'incroyablement macabre trouvé sur l'écorce même de l'arbre mort ne laissaient aucun doute. Les Nelson n'étaient pas simplement perdus dans le brouillard. Ils étaient au centre même de quelque chose de beaucoup plus sombre qui respire encore tranquillement dans les ombres noires de la forêt. Mes amis, avant de continuer à plonger dans cette histoire sinistre, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et d'aimer cette vidéo. Les algorithmes de la plateforme fonctionnent de telle sorte que chacune de vos réactions contribue à promouvoir ce matériel. Et grâce à votre incroyable activité, beaucoup plus de personnes pourront le voir. Ton soutien est extrêmement important pour créer de nouvelles enquêtes approfondies. Revenons maintenant au bois sombre. L'affaire de la disparition d'une famille, qui prenait la poussière dans les archives de la police depuis des années, a changé de statut en un instant. Il s'agissait désormais d'une enquête officielle sur un meurtre de masse. Une équipe avancée de médecins légistes du département de la police est descendue au fond du ravin lugubre. La zone a été instantanément clôturée par un double anneau de ruban jaune et de puissants projecteurs portables ont été déployés sur la scène du terrible crime qui a dissipé à jamais l'éternel crépuscule de ce morceau de forêt isolé. L'enquêteur principal, l'inspecteur de police du district Mark Harris, se tenait devant le chêne massif et savait que la forêt n'avait pas tué ces malheureux. Il ne s'agissait pas d'un accident tragique, d'une catastrophe naturelle ou de l'attaque soudaine d'un prédateur. La mort qui a frappé la famille dans ce fourré avait un visage tout à fait humain, mais incroyablement défiguré. La première chose qui a attiré l'attention des experts, après avoir examiné les restes, est l'écorce du vieil arbre lui-même. Juste au-dessus de l'endroit où se trouvaient les crânes des victimes, des symboles étranges étaient gravés profondément dans le bois. Ces signes n'appartenaient à aucune langue ni à aucun alphabet connu. Ils présentaient une structure géométrique absolument claire, des angles aigus entrelacés et des sillons profonds qui, d'après les traces relevées,
avait été gravé à l'aide d'une lame tranchante, avec une force physique incroyable et une précision littéralement chirurgicale. Alors que l'équipe médico-légale commençait à enlever soigneusement la terre végétale autour de l'arbre, l'enquête a pris un autre virage serré vers la folie pure. À 1 mètre du tronc, formant un cercle parfaitement plat autour des corps, les experts ont trouvé plusieurs lourds bols en métal sombre creusés dans le sol. À l'intérieur des récipients se trouvait de la cire noire gelée et fondue. Près des bols, le sol était densément recouvert de petits fragments blancs. L'analyse en laboratoire a rapidement révélé qu'il s'agissait des restes de petits animaux locaux qui avaient été tués sur place. Pendant ce temps, à l'intérieur des murs stériles de la morgue du comté, les experts médico-légaux tentaient de faire parler les os muets. Le rapport des pathologistes était laconique et extrêmement effrayant. Les experts ont trouvé de profondes fissures dans les crânes de Donald et de Suzanne. La nature des blessures indiquait clairement qu'ils avaient été frappés avec un objet contondant. Mais le détail le plus important était que ces horribles blessures avaient été infligées alors que le couple était encore en vie. Le couple avait été brutalement attaqué avant même d'être attaché au tronc d'arbre. La situation des restes des garçons était beaucoup plus compliquée. Des années d'exposition à l'humidité et à un sol acide avaient fait des ravages. Les médecins n'ont pu trouver aucun signe évident de fractures ou de blessures causées par des armes blanches sur les os des enfants, ce qui rendait presque impossible la détermination de la cause exacte de leur mort. Qu'ils soient morts d'une déshydratation sévère, d'un poison inconnu ou d'un arrêt cardiaque dû à l'horreur qu'ils avaient vécue, cette partie de l'effroyable vérité s'est à jamais dissoute dans l'obscurité du ravin. En étalant sur le tableau les photographies des marques d'écorce, des bols en métal noir et des crânes écrasés, l'inspecteur Harris a senti une sueur froide perler dans son dos. Tous ces éléments sinistres, l'isolement absolu du site, la précision géométrique des sculptures, l'utilisation d'animaux et de cire noire s'emboîtent parfaitement. La famille était la cible accidentelle d'un sacrifice occulte soigneusement planifié. Mark Harris, en tant qu'enquêteur expérimenté, était bien conscient que des rituels aussi complexes ne sont jamais exécutés une seule fois. If there was a group hiding in these mountains capable of killing 4 people in cold blood for the sake of a bizarre belief, they would inevitably leave other bloody traces in the past. Le détective a ordonné que l'on retire immédiatement tous les rapports de police des comtés environnants. Il a méticuleusement cherché toute mention de rituels étranges ou de rassemblements nocturnes. Et lorsque les premiers dossiers d'archives en vrac ont atterri sur son bureau, l'enquêteur n'avait aucune idée de la profondeur de l'abîme de folie réelle dans lequel cette prochaine étape allait le conduire. Une atmosphère de concentration paranoïaque régnait dans le bureau étouffant de l'inspecteur Mark Harris. Réalisant que le meurtre de sang-froid de la famille Nelson ne pouvait pas être un acte d'agression spontanée, l'enquêteur a lancé une révision totale de tous les dossiers de police des comtés de Blount et de Sevier. Une équipe de 6 analystes a reçu l'ordre strict de remonter absolument tous les rapports, déclarations ou plaintes de citoyens concernant des incidents inexpliqués dans et autour du parc national entre 2008 et 2010. Au début, cela ressemblait à une recherche vaine d'une aiguille dans une énorme botte de foin, car les montagnes généraient chaque année des centaines de rapports de randonneurs égarés, de braconniers armés et de rencontres dangereuses avec des ours sauvages. Cependant, après 5 jours de travail continu sur les papiers jaunis, les fragments disparates ont commencé à former un seul tableau incroyablement sinistre qui se cachait derrière la façade de la vie provinciale tranquille. Harris a remarqué une série de rapports extrêmement étranges que les patrouilleurs locaux considéraient habituellement avec désinvolture comme les pitreries d'adolescents agressifs ou d'animaux prédateurs. Tout a commencé par la disparition massive et inexpliquée d'animaux domestiques dans des fermes bordant directement la ceinture forestière. Plus tard, la situation a rapidement pris une ampleur menaçante. Au cours de l'équinoxe d'automne de l'an 2009, la police a enregistré 4 cas de carcasses de bovins horriblement mutilés. La nature des blessures sur les corps des animaux morts ne laissait aucun doute. Il s'agissait de l'œuvre de la main de l'homme. Quelqu'un avait agi avec une précision chirurgicale et une sorte de cruauté rituelle en exsanguinant complètement les carcasses et en les abandonnant aux intersections des chemins de terre. Les inscriptions dans les registres des gardes forestiers sont encore plus troublantes. En l'espace de 2 ans, au moins 10 groupes différents de randonneurs ont signalé d'étranges anomalies acoustiques dans les environs de la carrière abandonnée de Meads. Selon leurs témoignages, au plus profond de la nuit, on pouvait entendre un chant monotone et rythmé de dizaines de voix basses provenant des anciens travaux de la carrière, accompagnés de coups sourds qui ressemblaient à un battement de tambour primitif. Les rangers qui sont allés vérifier ces appels au matin n'ont trouvé au fond de la carrière que les restes d'énormes incendies, des os calcinés et des flaques de cire noire fondue.
identique à ce que les médecins légistes avaient récemment découvert aux racines d'un vieux chêne dans le ravin. En analysant les dossiers d'arrestation de la région autour de la carrière maudite, Harris est tombé sur le même nom à plusieurs reprises. Arthur Clegg, une figure locale marginale de 52 ans, ancien bûcheron, qui vivait dans une caravane crasseuse à l'extrême limite de la forêt dense. Au cours des dernières années, Clegg avait été arrêté plusieurs fois pour intrusion et vagabondage. Mais le plus intéressant, c'est que lors de sa dernière arrestation, à la fin de l'année 2010, il était hystérique, délirant à propos de certaines personnes dans les ombres profondes et suppliant l'officier de service de ne jamais le laisser retourner dans la forêt. Le 22 juillet, les agents ont retrouvé Clegg et l'ont amené au poste de police. L'homme ressemblait à un animal acculé. Il était dans un état d'épuisement critique, avec des mains tremblantes, des vêtements sales et un regard errant plein de terreur primitive. L'interrogatoire, qui a duré plus de 7 heures dans une pièce exiguë sans fenêtre, a été soigneusement enregistré sur vidéo. Selon les enregistrements, Clegg a d'abord catégoriquement refusé de dire un mot. Il se blottit dans le coin le plus reculé de la pièce, marmonnant sans cesse que ces gens peuvent entendre chaque bruissement dans les arbres et voir à travers l'obscurité. L'inspecteur Harris a dû appliquer la pression psychologique la plus sévère possible. Il a placé silencieusement sur une table métallique des photographies de crânes d'enfants écrasés provenant du ravin. Ce choc visuel a fini par briser le psychisme du vieux marginal. L'enregistrement vidéo de l'interrogatoire montre clairement Clegg qui se met à sangloter de façon hystérique en se serrant la tête, puis à travers ses larmes, il donne des informations à glacer le sang. Il parle d'un groupe de fanatiques profondément secrets, que les clochards locaux appellent à voix basse des satanistes. Selon le témoin terrifié, ces gens puissants étaient absolument convaincus que les anciennes forêts des Smoky Mountains étaient un organisme vivant et puissant qui exigeait un tribut sanglant régulier. En échange de ces offrandes macabres, l'essence sombre de la forêt aurait accordé aux membres du culte un pouvoir absolu, une richesse illimitée et une longévité surnaturelle. Clegg jurait que les animaux tués n'étaient qu'une préparation, une sorte d'échauffement avant que les cultistes ne passent à la véritable chasse aux personnes vivantes qui s'étaient imprudemment égarées sur des chemins solitaires. L'enquêteur a fait claquer sa paume sur la table, exigeant un maximum de précision. Où ces fanatiques se rassemblent-ils exactement? Qui les dirige? D'une voix cassée à peine audible, Clegg prononce un nom qui n'était encore jamais apparu dans les rapports officiels de criminalité du comté, Pine Ridge Retreat. Il s'agissait d'un vieux manoir extrêmement isolé, bien à l'abri derrière de hautes clôtures dans la partie la plus reculée d'une zone boisée, à quelques kilomètres de la ville de Gatlinburg. Le bâtiment était officiellement considéré comme un centre de loisirs privé fermé, aucune route goudronnée n'y menant et le vaste terrain était patrouillé 24 heures sur 24 par des gardes armés accompagnés de chiens d'attaque. Clegg a admis qu'un automne, alors qu'il cherchait du métal non ferreux, il s'est glissé trop près de la clôture arrière du manoir et a vu des voitures noires de luxe aux vitres teintées entrer l'une après l'autre. Des personnes à l'allure riche sont sorties des voitures en silence et ont immédiatement revêtu de longues robes qui cachaient complètement leur visage. À partir de ce jour, l'ancien bûcheron a vécu dans un état de panique permanent, sachant pertinemment que les membres de la secte passaient régulièrement la forêt au peigne fin à la recherche de témoins. Les témoignages obtenus ont radicalement changé toute la portée de l'enquête en cours. Mark Harris a clairement compris que la police n'avait pas affaire à une simple bande de clochards fous, mais à une organisation bien financée, parfaitement organisée et extrêmement dangereuse. Une organisation qui opérait au nez et à la barbe des forces de l'ordre depuis des années, en toute impunité, et qui possédait son propre territoire fermé où un garde forestier ordinaire n'avait jamais mis les pieds. Il n'y avait plus de temps pour les longues délibérations et la coordination. Après avoir rassemblé le témoignage de Clegg et les dossiers d'archives dans une chemise noire, Harris se dirigea rapidement vers le bureau du juge de district. Il avait désespérément besoin d'un mandat pour une agression et une fouille immédiate de la retraite de Pine Ridge. Mais en appuyant sur la poignée froide de la porte du cabinet du juge, le détective ne se doutait pas que leur intérêt accru pour la communauté fermée n'était plus un secret et que les puissants propriétaires de ce lieu sombre étaient bien préparés à rencontrer des visiteurs indésirables. Obtenir un mandat de perquisition pour une propriété privée appartenant à une fondation caritative fermée a demandé beaucoup d'efforts à Mark Harris. Cependant, le juge de district, ayant vu de ses propres yeux les photographies médico-légales du ravin de la forêt et lu attentivement la transcription de l'interrogatoire hystérique d'Arthur Clegg, a signé tous les papiers nécessaires sans la moindre hésitation. Une opération de police de grande envergure était prévue pour le matin du 24 juillet 2017. À 3h15 du matin, une longue colonne de fourgons blindés noirs sans phare avançait lentement sur un étroit chemin de terre, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt dense des Smoky Mountains.
45 membres de l'équipe SWAT ont dû participer à l'assaut car la police n'avait aucune idée du niveau de résistance armée qui pouvait les attendre derrière la haute clôture de la propriété isolée. Le domaine de Pine Ridge Retreat a émergé de l'épais brouillard d'avant l'aube comme une forteresse massive, bien que le bâtiment soit censé ressembler à un centre de vacances classique. La haute clôture, équipée de caméras de vision nocturne ultramodernes sur tout le périmètre, et les solides portes en acier indiquaient clairement que les résidents accordèrent de l'importance à leur vie privée. À 4 heures précises du matin, les tireurs d'élite de la police ont pris des positions confortables sur les collines entourant le domaine et l'équipe d'assaut a utilisé des outils hydrauliques pour briser les serrures électroniques du portail aussi silencieusement que possible. Les soldats se sont instantanément dispersés sur la pelouse, s'approchant rapidement et en douceur du bâtiment massif de 3 étages. La pénétration dans le bâtiment s'est faite à la vitesse de l'éclair. Le craquement des lourdes portes enfoncées, les éclairs aveuglants des grenades assourdissantes et les cris des équipes tactiques rompaient le silence matinal de la forêt. À la grande surprise des détectives, personne n'a même essayé d'opposer une résistance armée. La police a détenu 7 personnes dans les chambres luxueuses de la maison, 5 hommes et 2 femmes. Selon les rapports de police, ces personnes ne ressemblaient pas à des sectaires montagnards sauvages ou à des ermites fous. Elles étaient bien soignées, habillées de vêtements coûteux et confortables, et affichaient un calme tout à fait contre nature et profondément effrayant. Aucun des 7 détenus n'a prononcé un seul mot pendant que les agents leur lisaient de leurs droits et resserraient les liens en plastique dur autour de leurs poignets. L'inspection initiale, extrêmement minutieuse, de tous les quartiers d'habitation n'a donné aucun résultat significatif. Au premier et au deuxième étage, il y avait des salons spacieux avec des meubles en cuir coûteux, une grande bibliothèque avec de la littérature classique, une cuisine moderne et plusieurs chambres d'amis douillettes. Tout avait l'air si légitime et si ordinaire que l'inspecteur Harris a brièvement ressenti un doute aigu et glacial. Cependant, à 6h20 du matin, l'un des maîtres chiens expérimentés a appelé d'urgence l'enquêteur en chef dans une vaste salle de stockage au rez-de-chaussée. Le chien policier, spécialement entraîné à la recherche de restes humains et de traces de sang, était extrêmement agité et griffait furieusement un panneau de chêne massif encastré dans le mur juste derrière les hauts casiers à vin. Après avoir soigneusement examiné le panneau de bois, les agents ont trouvé un mécanisme caché. Après avoir poussé fort sur un rebord discret dans les sculptures artistiques, une partie du lourd mur a silencieusement glissé sur le côté, pour révéler l'entrée d'un étroit escalier en béton menant profondément sous terre. Dès que Harris a fait son premier pas prudent, il a été assailli par un air glacial et vicié. La température dans ce passage caché était inférieure d'au moins 15 degrés Fahrenheit à celle du bâtiment lui-même. D'en bas provenait l'odeur lourde, oppressante et nauséabonde du vieil encens rituel, de l'humidité du sous-sol et du goût métallique du vieux sang séché. Après avoir descendu un escalier d'une trentaine de pieds, les policiers se sont retrouvés dans une immense pièce qui avait été méthodiquement aménagée pour ressembler à un véritable sanctuaire lugubre. La pièce n'avait ni fenêtre ni ventilation naturelle. Les murs froids étaient densément recouverts d'un épais velours noir qui absorbait instantanément la lumière vive des lampes torches tactiques. En plein centre du sous-sol se dressait un autel de pierre massif dont la surface était couverte de centaines d'éraflures profondes et de grandes taches d'un brun foncé. Autour de l'autel, le sol en pierre était tapissé des mêmes symboles géométriques complexes que les experts médico-légaux avaient trouvés gravés sur l'écorce d'un chêne dans un ravin de la forêt quelques semaines plus tôt. Le long du mur droit du sous-sol se trouvaient des étagères métalliques dont la vue coupait le souffle même aux soldats les plus endurcis. Des instruments de torture étaient disposés de façon incroyablement ordonnée, comme les instruments stériles d'une salle d'opération. Des pinces, des lames chirurgicales de différentes tailles, de lourdes chaînes rouillées, d'épaisses cordes en nylon identiques à celles utilisées pour attacher les squelettes dans la forêt et de puissants pistolets paralysants portatifs. Mais la découverte la plus terrifiante attendait l'inspecteur Harris dans le coin le plus éloigné de la pièce où se trouvait un lourd bureau antique en acajou. Sur cette table, à côté des grands chandeliers en bronze qui conservaient des traces de cire noire fondue, se trouvait un épais grand livre dont la couverture était en cuir sombre usé. Le détective l'ouvrit avec une extrême prudence, ayant préalablement enfilé des gants en latex propre. Les pages jaunies étaient épaissement griffonnées d'une petite écriture calligraphique. Il s'agissait d'un journal détaillé rédigé de sang-froid, relatant des années de sacrifice. En face des dates exactes des équinoxes d'automne et de printemps des 20 dernières années se trouvaient des listes soigneusement cryptées des soi-disant offrandes forestières sanglantes.
Au-dessus de la table se trouvaient de solides étagères en bois, densément remplies de bocaux en verre transparent et de petites boîtes en carton. C'était une terrifiante collection de trophées que les membres de la secte conservaient en souvenir de chaque chasse réussie. Harris a méthodiquement examiné les boîtes les unes après les autres, en retenant son souffle, jusqu'à ce que son cœur saute un battement. À l'intérieur de la petite boîte transparente posée sur un coussin de velours délavé se trouvaient 2 choses. La première chose était une énorme montre-bracelet pour homme dont le verre de protection était brisé et dont les aiguilles s'étaient arrêtées pour toujours. La seconde chose était un élégant pendentif en argent en forme de branche d'arbre savamment entrelacée. L'enquêteur a instantanément reconnu ces objets grâce aux descriptions détaillées figurant dans le dossier d'enquête datant d'il y a 7 ans. La montre appartenait sans aucun doute à Donald Nelson et Suzanne n'a jamais enlevé le pendentif en argent de son cou. Il n'y a plus de doute. La police se trouve à l'épicentre du mal absolu. Ces 7 personnes qui se cachaient derrière des masques respectables depuis des années et qui étaient maintenant menottées en silence au rez-de-chaussée étaient les monstres impitoyables qui avaient brutalement détruit une famille d'innocentes. Cependant, Harris, en regardant attentivement les dates dans le terrible livre de cuir, a clairement compris que l'arrestation réussie des cultistes n'était qu'un début. L'épreuve psychologique la plus difficile l'attendait. Les démanteler pendant les interrogatoires et reconstituer la chronologie exacte de cette terrible journée d'octobre, morceau par morceau, afin de découvrir enfin comment les vacances familiales parfaites s'étaient tranquillement transformées en un piège mortel dont il n'y avait aucune chance de s'échapper. Les interrogatoires des 7 membres de la secte détenus ont commencé immédiatement après qu'ils ont été emmenés au centre de détention du comté de Blount dans des fourgons blindés de la police. Pendant les 48 premières heures, les enquêteurs se sont heurtés à un mur de silence absolu, assourdissant, impénétrable et fanatique. Les détenus ont catégoriquement refusé la nourriture, l'eau et les services des avocats de l'État, fixant les détectives pendant des heures avec des yeux vides et vitreux. Ils semblaient profondément convaincus de leur propre impunité et de la protection invisible de certaines forces obscures supérieures. Cependant, l'inspecteur Mark Harris, avec plus de 20 ans de service dans le département des homicides, connaissait le point faible de tout groupe criminel fermé. Une hiérarchie interne stricte et la peur humaine élémentaire. Il y a toujours des chefs qui donnent des ordres cruels de sang-froid et des exécutants ordinaires qui, tôt ou tard, commencent à paniquer pour leur propre vie. Ayant fait un pari professionnel sur le plus jeune des détenus, un technicien privé de 28 ans nommé Thomas, Harris lui propose le seul marché officiel possible, une immunité totale contre la peine de mort en échange d'une chronologie détaillée des événements, minute par minute. Après 10 heures de pression psychologique continue et débilitante, Thomas a finalement craqué. Son témoignage, enregistré sur bande vidéo le 26 juillet, a permis aux enquêteurs de reconstituer pas à pas les dernières heures de la vie de la famille Nelson. Selon la transcription de l'interrogatoire, le 14 octobre 2010, les membres influents de la secte n'avaient absolument pas prévu de tuer cette famille en particulier. Les Nelson étaient une victime accidentelle et profondément tragique des circonstances, au mauvais endroit et au pire moment. Ce matin d'automne, 3 chasseurs ordinaires de la secte patrouillaient régulièrement les sections éloignées et physiquement difficiles du sentier des chutes Abrams. Leur tâche principale consistait à trouver un randonneur solitaire qui pourrait être facilement neutralisé et emmené hors du parc national de façon totalement inaperçue pour la prochaine cérémonie sanglante de la nouvelle lune. Cependant, vers 11 heures du matin, bien cachés dans un fourré dense de rhododendrons de montagne, ils ont repéré ce qu'ils considéraient comme la cible parfaite. Selon Thomas, une famille avec 2 jeunes enfants était considérée dans leur philosophie perverse comme un pur et grand cadeau qui pouvait apporter un pouvoir sans précédent. Les cultistes ont immédiatement commencé leur chasse silencieuse. Pendant plusieurs longs kilomètres, ils ont suivi les Nelson en silence, en gardant 50 pieds parallèles au sentier touristique principal, se fondant complètement dans les ombres profondes et froides du bosquet forestier. À 1h30 de l'après-midi, les randonneurs sans méfiance se sont arrêtés pour un long repos planifié. Ils ont choisi une clairière très pittoresque mais complètement isolée, près de la rive d'une rivière en furie. Le bruit de l'eau de la montagne a parfaitement noyé les pas prudents des assaillants, ce qui leur a permis de se rapprocher des victimes. L'embuscade a été rapide comme l'éclair, extrêmement brutale et totalement professionnelle. Les victimes n'ont eu aucune chance d'appeler à l'aide. Les agresseurs ont simultanément utilisé des pistolets paralysants modifiés très puissants contre les adultes. Donald, guidé par un instinct parental élémentaire de protection, a réussi à se relever vivement et a tenté désespérément de repousser l'un des agresseurs masqués. Mais il a été
instantanément frappé à l'arrière de la tête avec une lourde pierre de rivière. Les parents ont instantanément perdu connaissance et sont tombés lourdement sur le sol humide, après quoi des chiffons épais, fortement imbibés de chloroforme médical, ont été immédiatement pressés sur leur visage. Les enfants, Billy, 12 ans, et Raymond, 8 ans, étaient complètement paralysés par une terreur primitive et animale. Selon le témoignage incroyablement émouvant de Thomas, les garçons pâles n'ont même pas essayé de courir ou de crier. Ils sont restés là, les yeux écarquillés, à regarder leurs parents se faire traîner sans ménagement sur le sol boueux jusqu'à la brousse. Les agresseurs ont instantanément fermé la bouche des enfants avec du ruban adhésif industriel résistant et leur ont passé les bras derrière le dos avec des menottes en plastique de nylon. Pendant les 4 heures épuisantes qui ont suivi, alors que le soleil descendait lentement sous l'horizon et que l'air devenait glacial, les cultistes et leurs victimes paralysées se sont cachés en silence dans une profonde crevasse naturelle à l'écart du chemin, attendant patiemment l'obscurité totale. À 7h45 du soir, sous le couverture de la nuit épaisse, les cultistes ont transporté la famille ligotée jusqu'au vieux chemin de terre, Rich Mountain Road, qui était rarement emprunté, même par les voitures de patrouille du parc. Là, une grande camionnette rouillée sans plaque d'immatriculation les attendait. Les victimes ont été jetées négligemment sur le plancher métallique du camion et emmenées secrètement dans le même ravin isolé en évitant toute route éclairée. C'est au fond de ce ravin lugubre que le principal rituel satanique s'est déroulé cette nuit-là. Thomas, s'effondrant dans un murmure hystérique, a décrit à la police comment les corps de Donald et Suzanne ont été les premiers à être attachés fermement au tronc d'un vieux chêne massif à l'aide de lourdes chaînes rouillées. Les parents ont été tués en premier, obligeant les enfants, paralysés par la terreur, à assister impuissants au déroulement de ce cauchemar sanglant. Après la cérémonie, les corps des 4 ont été laissés attachés à l'arbre comme un cadeau éternel et immuable à la forêt sombre. Pour éviter que les animaux sauvages et les oiseaux ne mutilent cette terrible offrande, les fanatiques ont généreusement traité les corps des victimes et la zone autour du chêne avec une solution chimique agressive spéciale qui faisait fuir les prédateurs en toute fiabilité. C'est ce détail macabre qui expliquait pleinement pourquoi les restes de la malheureuse famille étaient restés suspendus à l'air libre pendant 7 ans et n'avaient pratiquement pas été touchés. L'inspecteur Harris, après avoir écouté attentivement ces horribles détails, ressentit une forte attaque de nausée, mais se força à garder son sang-froid professionnel. Il se pencha lentement sur la table métallique et posa à Thomas la dernière question, la plus importante. Il lui demanda sévèrement qui avait conçu ce plan de dissimulation parfait. Qui avait financé la base secrète dans les montagnes pendant des années sans interruption et qui avait personnellement donné l'ordre final de tuer les Nelson. Le jeune sectaire s'est soudain arrêté de pleurer, sa respiration était saccadée et son visage était aussi blanc qu'une feuille de papier. Regardant avec effroi la lourde porte fermée de la cellule, il a murmuré le nom du chef absolu de leur culte. Et lorsque ce nom incroyable a résonné clairement dans le silence de la salle d'interrogatoire, Harris a senti des frissons froids lui parcourir l'échine, réalisant enfin que la véritable étendue de cette toile sanglante menait à un homme qu'aucun officier de police de l'État n'aurait même osé soupçonner d'un crime jusqu'à présent. Le nom murmuré par le jeune sectaire dans les murs froids de la salle d'interrogatoire a sonné comme un véritable assommoir pour l'inspecteur Mark Harris. Au cours de sa longue carrière, l'enquêteur avait pris l'habitude de chercher la racine des pires crimes tout en bas de l'échelle sociale, parmi les toxicomanes chroniques, les récidivistes violents et les marginaux démunis qui se cachent dans les forêts de la campagne pour échapper à la justice. Cette fois, cependant, les fils invisibles de la toile sanglante ne menaient pas à des ruelles sales ou à des caravanes abandonnées, mais directement aux bureaux les plus hauts et les plus brillants du district. Le chef absolu, l'inspirateur idéologique et le principal sponsor financier de ce culte cruel était Richard Blake. Pour tous les habitants du Tennessee, sans exception, ce nom a été le synonyme incontesté d'années de succès époustouflants, de stabilité et d'une réputation absolument parfaite. Blake, âgé de 62 ans, était propriétaire d'une chaîne extrêmement rentable de grandes quincailleries à Pigeon Forge. Son visage figurait constamment à la une des journaux locaux et dans des reportages télévisés positifs. C'était un philanthrope extrêmement généreux qui faisait régulièrement don d'énormes sommes d'argent aux hôpitaux pour enfants, finançait généreusement les prestigieux fonds de conservation de la faune du parc national et, dans ce qui ressemble aujourd'hui à une moquerie sophistiquée et incroyablement perverse, soutenait depuis des années les familles amants des policiers qui avaient été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Blake organisait fréquemment de somptueux dîners de charité, serrait la main de maires et de juges, dégageant constamment de la confiance et une intégrité totale.
Cependant, derrière ce masque social soigneusement et parfaitement construit d'un homme d'affaires respectable, se cachait un psychopathe incroyablement froid, calculateur et impitoyable. Selon les témoignages détaillés de cultistes détenus, c'est Blake qui a développé l'idéologie sombre du chaos primordial à partir de rien. Il avait un don phénoménal pour la manipulation psychologique. L'homme d'affaires ne recrutait pas des personnes au hasard dans ses rangs, il recherchait délibérément celles dont le psychisme était gravement brisé, celles qui croulaient sous les dettes ou qui souffraient de graves addictions depuis des années. Blake offrait à ces malheureux des emplois dans ses nombreuses entreprises, remboursait intégralement leurs prêts bancaires, leur fournissait un logement temporaire, puis, étape par étape prudente, soumettait complètement leur volonté. Il a habilement convaincu ces parias qu'ils étaient en fait une caste supérieure et élue, qui avait reçu le droit sacré de décider du sort des simples mortels par nature. Les énormes ressources financières de Richard Blake, presque illimitées, ont assuré à la secte sanglante une sécurité absolue et une invisibilité aux yeux de la loi. C'est par l'intermédiaire de ces sociétés écrans offshore complexes que le domaine isolé dans les montagnes a été officiellement acheté. Son argent sale a financé l'achat d'équipements tactiques de pointe, de puissants brouilleurs de téléphones portables et de produits chimiques haut de gamme pour couvrir parfaitement ses traces sur la scène de crime. Blake, grâce à ses relations haut placées dans l'administration, a eu un accès constant aux horaires de patrouille fermés des gardes forestiers, ce qui a permis aux cultistes de se déplacer librement et en toute impunité dans la forêt à la chasse de leurs victimes solitaires. Ayant reçu des preuves directes et documentées contre l'homme le plus puissant de la région, l'inspecteur Harris a été contraint d'agir dans le plus grand secret et avec la plus grande prudence. Le 27 juillet, à exactement 11 heures du matin, une équipe spéciale, sans gyrophare ni sirène, a tranquillement encerclé le siège de la Blake Corporation au cœur de Pigeon Forge. Alors que les détectives lourdement armés pénètrent rapidement dans le spacieux bureau baigné de soleil situé au dernier étage, Richard s'assoit calmement derrière son imposant bureau en acajou. Selon le rapport d'arrestation officiel, l'homme d'affaires n'a pas montré une seule goutte de panique ou de peur animale. Il s'est lentement levé pour aller à la rencontre des policiers et leur a demandé, aussi poliment que possible, la raison de cette visite inattendue. Même au moment où les menottes en acier cliquèrent durement sur ses poignets, le visage de Blake afficha un léger demi-sourire arrogant d'un homme absolument sûr de sa propre impunité. Tandis que le principal suspect était conduit sous forte escorte à l'arrière du bâtiment, une équipe de médecins légistes expérimentés entamait une fouille minutieuse qui dura des heures de son bureau parfaitement nettoyé. À 14h15, un technicien a tapoté les murs et a découvert un coffre-fort ignifuge caché derrière une bibliothèque massive, solidement installé au plus profond d'un pilier en béton. Il a fallu aux ingénieurs de la police plus de 3 heures de travail acharné pour crocheter soigneusement la serrure électronique sophistiquée sans endommager le contenu. Lorsque la lourde porte en acier s'est finalement ouverte avec un clic sourd, il n'y avait pas d'argent sale à l'intérieur, ni de clé USB secrète contenant des saletés sur des rivaux en affaires. Il n'y avait qu'un seul objet sur l'unique étagère métallique, un épais album photo noir solidement relié par un cordon de cuir usé. Mark Harris en a ouvert les pages avec une extrême prudence et l'air du luxueux bureau a semblé se transformer instantanément en glace. Il s'agissait du journal visuel personnel et soigneusement conservé d'un dirigeant impitoyable. Les pages jaunâtres étaient densément remplies de photographies Polaroid originales qui conservaient encore la légère odeur chimique de la pellicule. Les dernières photographies, soigneusement datées au marqueur noir en octobre 2010, capturaient dans les moindres détails les scènes macabres du même ravin de forêt. Le flash lumineux de l'appareil photo a arraché à la nuit noire le tronc épais et balafré d'un chêne massif. Les images montraient clairement les corps mutilés de Donald et Suzanne Nelson, déjà solidement attachés à l'écorce par d'épaisses chaînes rouillées jusqu'au moindre pli de leurs vêtements sales. Mais la pièce à conviction la plus terrifiante, la plus importante de cet horrible dossier, était une photographie de Richard Blake lui-même. Il se tenait complètement démasqué, vêtu d'un coûteux imperméable sombre, juste devant ses enfants Billy et Raymond, qui étaient attachés à un arbre, pleurant et complètement paralysés par la terreur. Sur cette photo, le millionnaire regardait directement dans l'objectif, tenant dans sa main droite un lourd couteau rituel avec des taches sombres, et le même demi-sourire calme et infiniment froid de mal absolu brillait sur son visage. C'était la même preuve irréfutable, à toute épreuve, de son implication directe et personnelle dans le meurtre qui détruisait instantanément toute ligne de défense judiciaire future. Lorsque l'inspecteur Harris déposa silencieusement,
Sans un mot, ces macabres polaroïdes sur la table métallique devant Blake, dans la salle d'interrogatoire exiguë de cette même fin d'après-midi, l'enquêteur s'attendait sincèrement à assister enfin à un effondrement, une crise de panique ou une demande hystérique d'appeler immédiatement ses avocats. Cependant, le respectable homme d'affaires n'a même pas cligné des yeux. Il s'est juste lentement penché en avant, si près que les chaînes de ses mains ont cliqueté bruyamment, a regardé le détective épuisé avec ses yeux vides et délavés, et d'un ton absolument glacial et égal, a prononcé une seule courte phrase qui a fait involontairement frissonner Mark Harris, réalisant enfin la profondeur incompréhensible de l'abîme auquel la justice était confrontée dans ces montagnes. Le 20 février 2018, le palais de justice du comté de Knoxville ressemblait à une véritable forteresse en état de siège. L'affaire de Richard Blake et de ses sectateurs, que la presse appelait bruyamment le massacre des Smoky Mountains, devint le procès le plus médiatisé et le plus important de l'histoire du Tennessee. Des centaines de reporters des chaînes de télévision nationales, des dizaines de camionnettes de communication par satellite et des foules d'habitants indignés étaient en service 24 heures sur 24 à l'extérieur des colonnes massives du tribunal. Des mesures de sécurité sans précédent comprenaient des détecteurs de métaux à chaque étage, des maîtres chiens et des dizaines d'unités tactiques armées. Toutes les personnes présentes ont clairement compris que sur le banc des accusés se trouvait non seulement un tueur en série, mais aussi un homme incroyablement puissant, qui, pendant des années, a façonné la façade du gouvernement local et des œuvres de bienfaisance les plus en vue, cachant derrière elle un mal absolu et inhumain. L'équipe de défense de Blake, composée de 5 des avocats les plus chers des États-Unis, a choisi une stratégie prévisible mais très agressive. Tout d'abord, ils ont déposé une requête officielle pour déclarer leur client fou, affirmant qu'il souffrait d'une forme sévère de schizophrénie avec un profond délire de grandeur qui l'aurait complètement privé de la capacité de distinguer le bien du mal. Lorsqu'un examen psychiatrique d'État indépendant a catégoriquement réfuté ce diagnostic, reconnaissant officiellement Blake comme un sociopathe en parfaite santé et extrêmement calculateur, la défense a brusquement changé de ligne. Les avocats ont tenté de rejeter la responsabilité sur les jeunes membres de la secte, affirmant cyniquement que le riche homme d'affaires n'était qu'un protecteur spirituel qui ne pouvait même pas imaginer les véritables crimes sanglants de ses adeptes fanatiques incontrôlés. Cependant, le procureur expérimenté a méthodiquement et impitoyablement détruit tous les faux arguments de la défense. Le principal atout de l'accusation était le témoignage documenté de ses complices, dont le soldat Thomas, un technicien qui a passé un accord avec l'enquête et qui, sous serment, a raconté en détail la chronologie macabre de ce jour d'octobre 2010. Sur les grands écrans de la salle d'audience, le lugubre livre des dons, en cuir contenant les enregistrements cryptés des rituels, a été montré page par page. Mais le véritable sommet émotionnel du procès, qui a définitivement privé la défense de toute chance d'acquittement, a été la publication des photographies Polaroid originales trouvées dans le coffre-fort caché de l'homme d'affaires. Lorsque le procureur a montré en silence une photo de Blake avec un couteau rituel, ensanglanté sur fond d'enfant attaché à un chêne, un silence de mort et d'oppression a régné dans la salle d'audience bondée. Plusieurs jurés pleuraient ouvertement, détournant les yeux de l'image horrible, tandis que Richard Blake lui-même était assis, le dos droit, ne montrant absolument aucune émotion. Le procès a duré 4 longs mois, se transformant en un marathon épuisant pour tout l'État. Le 17 mai, à 15h20, le jury s'est retiré dans la salle de délibération pour prendre une décision finale. Les journalistes s'étaient préparés à des jours de délibération, étant donné l'énorme volume des dossiers, mais le verdict a été rendu incroyablement rapidement. Il n'a fallu au jury que 4h30 pour parvenir à un accord absolument unanime sur chaque chef d'accusation. Le juge en chef, lisant le verdict d'une voix ferme, a qualifié les actions des accusés d'incarnation de la cruauté la plus pure qui n'a pas le droit d'exister dans le monde civilisé. Richard Blake et 3 de ses plus proches collaborateurs organisateurs ont été condamnés à la peine maximale possible. 4 peines de prison à vie consécutive dans une prison fédérale de haute sécurité, sans aucun droit à la liberté conditionnelle ou à l'appel. D'autres membres ordinaires du culte satanique, en fonction du degré avéré de leur implication dans les enlèvements et la dissimulation de preuves, ont été condamnés à des peines allant de 20 à 40 ans. Au premier rang de la salle d'audience, juste derrière la table de l'accusation, Martha, la sœur aînée de Susan Nelson, assassinée, est assise depuis ces longs mois. Cette femme, qui a vécu dans un état d'attente insupportable pendant 7 années consécutives, a écouté le verdict sévère, les yeux fermement fermés. Des témoins ont noté que lorsque le juge a prononcé le mot « vie », elle n'a manifesté aucune joie violente, mais s'est contentée de serrer dans ses mains jusqu'à en avoir les jointures blanches, un petit cadre argenté contenant l'unique photo de famille.
Pour elle, ce jour historique n'était pas tant un jour de grand triomphe pour la justice, mais plutôt la dernière étape, extrêmement difficile, du long processus de prise de conscience de la perte irrévocable de ses proches. Au début du mois de juin 2018, après que toutes les procédures légales et bureaucratiques obligatoires ont été accomplies, les restes de la famille Nelson ont enfin été officiellement remis à leurs proches pour un enterrement en bonne et due forme. Les cendres de Donald, 40 ans, de Suzanne, 38 ans, de Billy, 12 ans et de Raymond, 8 ans, ont été soigneusement placées dans 4 urnes et secrètement transportées à Asheville, la ville où Suzanne est née. La cérémonie funéraire qui s'est déroulée dans le vieux cimetière municipal a été extrêmement calme et complètement fermée à la presse. Il n'y a pas eu de grands discours, seulement quelques dizaines de ses amis les plus proches rassemblés en silence à l'ombre de grands saules pleureurs. La police du comté a également envoyé une grande couronne de lys blanc en signe de profond respect et de souvenir. La famille Nelson, dont les vacances d'automne parfaites s'étaient transformées en un cauchemar criminel des plus sombres, a finalement trouvé son repos éternel sous un grand monument de granit, quittant à jamais le fourré froid et imbibé de sang des Smoky Mountains qui les avaient tenus sous son emprise mortelle pendant si longtemps.